Bonjour. Eh bien, 9e lancement de l'année pour Arianespace et un lancement particulièrement important puisque nous allons lancer aujourd'hui un satellite d'observation de la Terre, le deuxième de la série des Pléiades, Pléiade 1b. Donc, vous le savez, depuis le début de l'année, nous avons effectué 8 lancements ici en Guyane. On a commencé l'année avec un lancement de Vega, ensuite 5 lancements d'Ariane 5, un lancement de Soyouz, un autre lancement d'Ariane 5 et aujourd'hui donc un nouveau lancement de Soyouz ici en Guyane avec un Soyouz dans sa version STA pour lancer le deuxième satellite Pléiade pour l'observation de la Terre et pour le CNES. Vous en souvenez, nous avions lancé le premier il y a un peu moins d'1 an, le 16 décembre de l'année dernière. Et Arianespace a une longue tradition de coopération avec la communauté de l'observation de la Terre qui a commencé ici même en Guyane le 22 février 1986 avec le lancement du premier satellite Spot, Spot 1. Et depuis, nous avons lancé les 5 satellites Spot, les 4 satellites Helios, 2 satellites ERS, le gros satellite Envisat et donc, comme je l'ai dit, un Pléiade. Vous le voyez donc, une année bien chargée au service des télécommunications, au service de la science, au service de l'observation de la Terre, avec ce nouveau lancement pour le CNES. Je crois qu'on peut le dire, la boucle est bouclée. Arianespace, le CNES, Pléiade, je vous le laisse regarder tout de suite dans la nuit guyanaise. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir Antoine. Bonsoir Thierry, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue en Guyane française. Nous allons assister ensemble à la 4e mission d'un lanceur Soyouz depuis le port spatial de l'Europe. Et nous vous devons une explication puisque notre rendez-vous d'hier a été déplacé de 24 heures. Antoine, comme d'habitude, Arianespace ne prend aucun risque pour les passagers et les lanceurs. Alors qu'est-ce qui a motivé ce report ? Eh bien, lors des multiples contrôles effectués en chronologie de lancement, une anomalie est apparue interrompant le compte à rebours. Alors, comme il n'y a pas de fenêtre de lancement pour cette mission, il faut en effet lancer à un horaire fixe à la seconde près, la cellule de vol a tout logiquement annoncé un report. Ce soir sous la coiffe, Pléiade 1b, à gauche de votre écran, tous les indicateurs sont au vert, et tous ces indicateurs qui, en temps réel, bien, nous signalent le bon déroulement de la chronologie. Lancement à heure fixe, tu le disais, pour des raisons d'orbite, donc pas de fenêtre de lancement ce soir. Nous avons rendez-vous d'ici 11 minutes et 46 secondes maintenant, et on découvre le lanceur, une version STA, c'est bien ça? Alors on démarre avec les 4 boosters équipés de moteurs multichambres RD107A, poussée cumulée 336 tonnes au décollage, assemblés autour du bloc A un moteur multichambre RD108A d'une poussée de 79 tonnes. Ensuite vient le bloc I qui complète le triétage avec son moteur RD110. Au-dessus, l'étage supérieur frégate, un peu plus de 6 tonnes, on y reviendra pour le détail un peu plus tard. Et enfin la coiffe, sous laquelle repose le passager de ce soir. Pléiade 1b, la masse totale de Soyouz au décollage, 308 tonnes. Soyouz en Guyane depuis plus d'1 an maintenant, un coup de jeune pour un lanceur plus qu'éprouvé. Il s'agit aujourd'hui de son 1797e vol, toutes versions confondues. Alors ici, à Jupiter, on va découvrir un des personnages clés de la soirée, le chef de mission, ce soir Philippe Roland. Il est en charge de la coordination des opérations avec le client, et ce, depuis l'arrivée du satellite en Guyane jusqu'à sa mise à poste. C'est sa dernière campagne, il va partir en retraite à la fin de la mission. Je salue Philippe avec qui j'ai eu l'occasion de faire des commentaires. Le directeur des opérations, c'est Thierry Vallée. Sa fonction, manager l'ensemble des activités sur la base de lancement durant toute la campagne. C'est le chef d'orchestre de cette soirée, Thierry Vallée, dont c'est également la dernière mission de ce soir. Au sommet de cet assemblage, sous la coiffe, on trouve, donc on le disait, l'étage supérieur frégate, le dispositif qui supporte le satellite Pléiade 1b et donc Pléiade 1b. Quelle est la performance demandée ce soir ? Alors la performance requise ce soir, 1078 kg, dont moins d'1 tonne représente la masse du satellite. Alors on va être précis, la Pléiade 1b pèse 970 kg. Tout comme Pléiade 1A il y a 1 an, Pléiade 1B a été construit par Astrium et sa durée de vie est estimée à 5 ans.
Alors on peut déjà dire que cette constellation a pour vocation l'observation de la Terre, pour être précis, la télédétection civile et militaire. Les jumeaux Pléiades vont pouvoir délivrer jusqu'à 100 000 clichés terrestres par jour. On va faire une petite comparaison. C'est l'équivalent des 3/4 de la surface de la France qui peuvent ainsi être photographiés quotidiennement. Retour en salle Jupiter, ici à 23 km de la zone de lancement avec la cellule de vol. Alors, elle est présidée par Jean-Yves Le Gall. Elle est composée également du directeur de l'établissement Arianespace en Guyane, Patrick Loire. Autre personnage clé de la cellule de vol, le directeur technique central, Édouard Pérez. Leur rôle est primordial. Pour faire simple, ce sont eux qui ont la décision finale d'autoriser ou non, comme hier, le lancement. Donc c'est vers eux que convergent toutes les informations, c'est bien ça. Oui, en temps réel, et donc les informations en particulier qui viennent du centre de lancement Soyouz que nous visiterons tout à l'heure. Et il y a d'autres moyens, bien sûr, mobilisés. Comme par exemple la météo ou encore la sauvegarde, c'est-à-dire la capacité en cas de problème en vol d'éviter les conséquences pour les personnes ou encore les biens. Sur ce dernier aspect, cela va jusqu'à la décision de neutralisation en vol du lanceur. Tout de suite, la campagne de ce Soyouz, 4e du genre, en Guyane. La campagne VS-04 a débuté dans le bâtiment d'intégration lanceur, le MIC. Les premières phases consistant à assembler à l'horizontale le triétage constitué des 4 boosters, du bloc A et du bloc I. Le satellite Pléiade 1B est arrivé en Guyane le 23 octobre par avion cargo. Il a été transféré au bâtiment S5B afin de procéder à une série de tests en ambiance contrôlée permettant de s'assurer de sa fonctionnalité après transport. Une fois ces opérations achevées, les réservoirs d'ergols de Pléiade 1B ont été remplis avant de procéder à son transfert en vue de son intégration sur l'étage supérieur frégate. Pendant ce temps, au S3B, l'étage frégate était contrôlé sur son banc de test. Une fois Pléiade 1B posé sur le frégate, l'encapsulation coiffe est venue parachever la constitution du composite supérieur. À J-4, le triétage a été transféré du MIC vers la zone de lancement Soyouz. Il a été érigé verticalement puis placé sous la protection du portique. Dès lors, le composite supérieur a été convoyé depuis le S3B pour être hissé au sommet du triétage. La parfaite coopération entre les équipes russes et européennes a permis de mener à bien ces dernières étapes de la campagne. Tout est au vert. Revenons sur les derniers instants de la chronologie. À 4h30 avant H0, la commission russe a autorisé le remplissage du lanceur suite au point météo. À 4h30, donc, a commencé le chargement du peroxyde d'oxygène. À moins 3 heures d'hydrogène, pardon. À moins 3h10, oxygène liquide chargé. 2h55 avant H0, kérosène et naphthyle, ainsi que l'azote liquide. Tous les réservoirs étaient remplis à H0, moins 1h45. À notre précision sur les mises en œuvre du lanceur, H0, moins 1h30, la spécificité donc de Soyouz en Guyane, activation du kit sauvegarde Europe avec les 2 répondeurs radar et les 2 récepteurs de télécommande. Et enfin, à moins 22 minutes, activation de la télémesure du lanceur. À 6 minutes 10 du lancement, c'est-à-dire maintenant, Klushna Start, qui est donc le début de la séquence finale pour un vol Soyouz. Gros plan à présent sur Pléiade 1B. Moins d'un an après le lancement réussi des Pléiades 1A sur un Soyouz depuis le CSG, nous voici à nouveau prêts pour relever un défi de taille, lancer son frère jumeau, Pléiade 1B, afin de compléter la constellation en orbite. Ça fait presque 7 ans qu'Arianespace travaille avec le CNES, main dans la main pour la préparation de cette mission. Un travail long, méticuleux, qui demande une entente particulière entre toutes les parties, donc le CNES, le Centre spatial de Toulouse et de Guyane, Arianespace et bien entendu la partie russe. Et c'est bien grâce à cette collaboration, ce travail méticuleux, que nous avons pu assurer une campagne de lancement parfaite, sans incident, sans aléas, et être prêts ce soir pour le lancement de Pléiade 1B. Au nom de tous les collaborateurs d'Arianespace et de la partie russe, nous voulons remercier le CNES pour nous avoir confié le lancement de ces 2 satellites de la constellation Pléiade.
L'année dernière, seulement quelques heures après la séparation des Pléiades en orbite, nous avons eu les premières images prises depuis 700 km d'altitude et nous avons tous été impressionnés par la qualité de ces images. Nous souhaitons donc à Pléiades 1B la même réussite. Après une série de tests sur 6 mois, Pléiade 1A est entré en activité et il donne, vous l'avez entendu, pleine et entière satisfaction. Il va donc être rejoint cette nuit par son jumeau Pléiade 1B pour un travail encore plus efficace. Alors, ils seront positionnés à une altitude de 695 km sur une orbite héliosynchrone quasi-polaire. De ce fait, le lancement se fait en direction du nord alors que les missions géostationnaires prennent d'habitude la direction de l'est. On va préciser aussi que Pléiade 1A et Pléiade 1B vont travailler à 180 degrés l'un de l'autre afin de maximiser la couverture de la surface terrestre ainsi que le temps de réaction par rapport aux demandes de prise de vue. On aura l'occasion d'y revenir en détail. Justement, ce positionnement à l'opposé exact l'un de l'autre justifie pleinement l'heure du lancement de ce soir, donc surtout à une heure fixe. Antoine, on l'avait promis, on va faire un tour du côté maintenant du CDL Soyouz. Alors, le centre de lancement Soyouz est situé à 1 km du pas de tir. Il s'agit d'un bunker en béton armé de 2 étages avec une toiture blindée afin de protéger les opérateurs. On y retrouve l'équipe européenne menée par le COEL, Bruno Massé, qui communique et sert d'interface avec le chef de mission et le directeur des opérations ici à Jupiter. L'équipe russe est emmenée par le chef des opérations de lancement Soyouz, le Kols, ce soir Alexandre Cherevan, avec les principaux représentants des sociétés russes participant au programme, NPO Lavochkin, TSSKB ou encore Tsenki. Le CPAP, c'est Marc Roy. Il garantit l'aptitude au vol du lanceur et il travaille en étroite collaboration avec son collègue russe, Dimitri Baranov. Le CDLS, c'est une équipe de plus de 100 personnes au plus près du lanceur. Il y a un peu plus de Russes que d'Européens. Un peu logique. Voilà. Et on y parle toutes les langues, le russe, le français et l'anglais. Une pleine et entière coopération entre équipes russes et européennes. Et cela se décline également dans la mise en œuvre du lanceur. Alors le principe russe, normalement, c'est d'intégrer le composite supérieur à l'horizontale, comme tout le reste du lanceur. Mais Arianespace ayant souhaité garantir le même niveau de service à tous ses clients, l'intégration du composite supérieur sur Soyouz en Guyane se fait à la verticale. On a donc des conditions identiques, que ce soit sur Ariane 5, sur Soyouz ou sur Vega. Effectivement. À l'instant, H0 2 minutes 25, séparation et largage des ombilicaux satellites du bras KZM. Les 5 connecteurs électriques satellites après séparation ont été récupérés dans un panier le long du bras. Élément indispensable à ces opérations, le portique Soyouz. Il y a une heure, il a été écarté de 80 mètres pour dégager le lanceur en vue du décollage, bien sûr. Ce portique est propre aux installations guyanaises. Il n'existe ni à Baïkonour ni à Plesetsk. Alors, le portique, c'est une structure assez massive. Hein. Il pèse plus de 1200 tonnes. Un beau bébé. Il est équipé de plateformes donnant accès aux différents niveaux du lanceur et permet surtout l'intégration du composite supérieur. Alors, on va vous annoncer tout de suite ce qui va arriver dans les dernières secondes avant le décollage. H0 moins 38 secondes, largage des ombilicaux du 3e étage. Moins 35 secondes, ouverture du plus grand des bras, le KZM. Vous allez le voir, il va s'éloigner du lanceur. À moins 19 secondes, le Pousk. Allumage des moteurs du paquet, donc le paquet, il est constitué des boosters ainsi que du 2e étage. Et enfin, à moins de 8 secondes, le retrait du MAVKM. Il y aura 3 paliers de poussée avec test intermédiaire avant décollage. À moins 14 secondes, une poussée primaire, 20% de la poussée totale. À moins 6 secondes, poussée intermédiaire à 85%. Et à 3%, 100% bien entendu, de la poussée. On attend au moins 1 minute. Top moins 1 minute, temps des comptes. Alors, on va en profiter juste avant le décollage pour saluer les équipes du CNES, celles de la DGA. On va faire aussi un amical salut à Colleferro en Italie, où l'équipe d'Avio nous suit attentivement. Mais aussi Astrium, Thales Alenia Space et tous les industriels qui ont participé à ce programme. Et bien sûr, les internautes qui nous ont rejoints sur arianespace.com. Largage du MAC-KZM. On se retrouve dans quelques instants. À tous de DDO, attention pour le début de la séquence d'allumage lanceur. Top H0 moins 20 secondes. Largage du MAVKM, début de l'allumage lanceur. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top.
Décollage. Zapausk. Les paramètres bord sont normaux. La C'est propulsion est donc normale. parti pour ce 4e Soyouz depuis le sol guyanais, pardon. Un ciel dégagé, Antoine, ce soir. On va pouvoir le suivre assez longuement. On a vu un démarrage plus lent qu'Ariane 5, mais avec une poussée tout de même de 415 tonnes au décollage. Les 5 moteurs quadrichambres du corps central et des boosters allumés simultanément continuent donc à travailler et à pousser. Alors les boosters, on le verra sur les images d'animation, sont de forme cylindrique à la base, conique en allant vers le haut. La partie cylindrique constitue le réservoir de kérosène, la partie conique, le réservoir d'oxygène liquide. Rappelons que les mêmes ergols sont utilisés par les second et troisième étages. Les 4 boosters réunis pèsent au total 180 tonnes et ils vont fournir leur poussée pendant un peu moins de 2 minutes. Pas de poids mort dans le spatial, donc on va se débarrasser de leur masse sèche puisqu'ils ne seront quasi vides. Au démarrage, Soyouz pesait au total 308 tonnes. Après la séparation des boosters, il ne va plus peser que 96 tonnes. En moins de 2 minutes, le lanceur aura perdu plus des 2 tiers de son poids. Et bientôt, et on va pouvoir très certainement le suivre avec cette caméra On a des vraiment de équipes de très belles François, images. de François Guérat. Tout se déroule normalement. Dans un événement très important, ce sera donc la séparation qui va intervenir d'ici une dizaine de secondes maintenant. Donc cette séparation des 4 boosters. Séparation des blocs latéraux. Voilà, On le donc voit qui s'écarte. c'est confirmé par le DDO. Et précisons que les images que nous voyons, c'est donc les actions en temps programmé, et ces images de synthèse. La confirmation est effective avec un petit décalage, puisqu'il est nécessaire que l'information soit validée par les Les autorités paramètres russes. lanceurs sont normaux. La trajectoire est normale, on le disait. Soyouz, comme tous les autres lanceurs, Antoine, est suivi très attentivement. Alors, avec des informations qui proviennent des stations de télémesure positionnées en aval de la trajectoire. Donc, elles sont reçues par les équipes russes du centre de lancement Soyouz qui les valident avant diffusion. Après la station de Galio, propulsion est actuellement à normale. l'œuvre depuis Kourou, le lanceur va être acquis par la station des Bermudes. Puis, après un trou de télémesure, ce sera autour de Jeju en Corée du Sud. Et enfin, Perth en Australie nous permettra de suivre donc l'événement clé, la séparation de Pléiade 1B. Et la fin de mission. Pour la phase de désorbitation du frégate seul, que nous ne déroulement suivrons du pas vol est parce que ça normal. interviendra après, il faudra compter sur une nouvelle acquisition des Bermudes, puis celle de Saskatoon, c'est une station qui se trouve au Canada. Après une centaine de kilomètres, plus d'atmosphère, plus de frottement, plus de pollution. Les paramètres propulsifs La sont coiffe normaux. qui protégeait le satellite n'est plus utile, donc on va s'en séparer et cela fera 1,7 tonne en moins. Donc c'est dans une dizaine de secondes. Donc la coiffe, elle est de type ST, un diamètre de 4,11 m, une hauteur de 11,4 m. Elle est construite en matériaux composites par TSSKB Progress au centre spatial de Samara. Voilà donc pour cette séparation programmée. À propos justement de la courbe à gauche de notre Séparation écran. de la coiffe. Voilà, c'est confirmé. Donc un retour effectivement sur les informations de vol avec la courbe à gauche de votre écran. 2 paramètres à retenir. A pour altitude en kilomètres et V pour la vitesse qui est en kilomètres par seconde. Alors la prochaine étape est une particularité propre à Soyouz. On va allumer le moteur du 3e étage 2 secondes avant la séparation du 2e. Cela va permettre de donner une impulsion supplémentaire à ce 3e étage. Les gaz d'échappement vont rebondir sur le fond avant du 2e étage qui est bien entendu équipé d'une protection thermique. Alors c'est une manœuvre qui va permettre un petit peu artificiellement d'augmenter la poussée du 3e étage lors de l'allumage. En russe, on appelle ça la séparation chaude. La partie restante du lanceur mesurera 18 mètres. On va rappeler qu'au total, au décollage, la hauteur de Soyouz était de 46 mètres. Alors précisons que cette séparation chaude est une technique directement inspirée des missiles balistiques russes. La propulsion du 3e étage va être assurée par un moteur de type RD110 qui délivre une poussée de près de 30 tonnes. Il fonctionne grâce à une turbopompe qui est activée par un générateur de gaz, lequel fournit également l'alimentation des verniers pour le pilotage. On a atteint normalement l'événement.
Le troisième étage donc est intégré au deuxième étage par une structure en treillis. La jupe arrière de cet étage qui avait servi à canaliser les flux a été éjectée. On l'a vu sur l'animation. Exactement. Elle dévoile ainsi la tuyère du troisième étage, donc qui est en fonctionnement. Extinction du bloc A, séparation. Voilà qui est Deuxième, confirmé. troisième étage Alors la et durée de allumage travail du de bloc. cet étage est estimée à 238 secondes, soit près de 4 minutes. Le contrôle d'attitude est assuré, comme pour les premiers et second étages, par des verniers. Donc les verniers, c'est quoi? Ce sont de petites tuyères qui fournissent des impulsions nécessaires au pilotage et à la correction de trajectoire. Des petites injections comme ça qui corrigent. Alors, ce mois de novembre, propulsion est Antoine, normale. les ministres européens représentant la tutelle du spatial de l'Europe emmenés par l'ESA avaient rendez-vous à Naples en Italie. Voici le détail de cette rencontre. Naples, Italie, 20 et 21 novembre. À l'occasion du Conseil ministériel de l'Agence spatiale européenne, les 20 États membres européens ont décidé d'affirmer leur soutien à un secteur scientifique et économique majeur. La dimension économique de l'espace a pris le dessus sur les aspects technologiques. Et je crois que les investissements que les États membres font, c'est un investissement normal. dans l'économie. Et c'est sur cette base que je crois on a eu un investissement global d'une dizaine de milliards d'euros et sur des éléments tout à fait L'attitude du lanceur est nouveaux. normale. En termes de lanceurs, on va lancer le développement à la fois de l'amélioration d'Ariane 5 avec Ariane 5 ME adapté, mais aussi l'étape d'après avec Ariane 6. On va participer au futur système de transport d'équipage de la NASA pour aller vers la Lune. On va développer 2 nouvelles plateformes de télécommunications pour développer la compétitivité de l'industrie européenne en matière de télécommunications. On va déjà préparer la deuxième génération de Galileo, la prochaine génération des services de météorologie en orbite polaire. Donc, c'est-à-dire 2020, c'est maintenant à l'ESA, ça n'est pas demain. Geneviève Fioraso, ministre française de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, s'est félicitée de l'issue de la rencontre de Naples. Le principe d'un nouveau lanceur Ariane 6 y a été acté en vue d'une part d'une meilleure adaptation à l'évolution prévue du marché et avec le souci d'autre part d'assurer une transition préservant les emplois et les compétences industrielles. Plus de propulsion du bloc qui est 220 normale. km d'altitude et pratiquement 6 km/s de vitesse. Antoine, le vol se déroule normalement. Avec les 3 lanceurs L'attitude ici du sur le lanceur est site normale. spatial, les campagnes se multiplient, c'est bien ça? Nous en sommes au 9e lancement ce soir de l'année 2012 ici en Guyane. Alors, nous avons commencé en février, précisément le 13, par le vol inaugural de Vega, donc le petit lanceur de la gamme. Puis nous avons enchaîné 5 Ariane 5, ensuite un Soyouz en octobre. La 6e Ariane 5, c'était le 10 novembre dernier. Et ce soir, donc, le 4e vol de Soyouz depuis la Guyane. Il restera encore un lancement d'Ariane 5 qui est prévu le 19 décembre, ce qui Les fera un paramètres total de propulsifs 10 bloqués avec sont les 3 normaux. lanceurs depuis l'Équateur. Et il faut ajouter à ça le vol de Soyouz depuis Baïkonour cette fois, qui a emporté le satellite METOP B, c'était le 17 septembre. Et cela fera bien au total 11 lancements comme annoncé par Jean-Yves Le Gall. Le calendrier prévisionnel de début d'année a été tenu. C'est vraiment la démonstration de la compétence et de l'implication des équipes de lancement opérant sur le centre spatial guyanais. Et n'oublions pas la mobilisation des industriels qui, dans toute l'Europe et en Russie, bien sûr, œuvrent chaque jour pour que les lanceurs et les charges utiles soient prêts en temps et en heure, acheminés ici sur les différentes zones de lancement. Nous sommes en attente, alors que le vol se poursuit tranquillement, nous sommes en attente de séparation du 3e étage. Alors, on a atteint effectivement donc, au niveau du temps le séquentiel, l'instant donc, de séparation. Un point technique, après extinction et séparation, une manœuvre d'évitement est faite. Acquisition de la télémesure par la par- station de Bermude. Une manœuvre d'évitement est faite, disais-je, par ouverture des vannes d'évacuation des gaz du réservoir d'oxygène liquide. Alors à présent, seule frégate est en vol avec son passager, Pléiade 1B. Donc, l'étage supérieur frégate est un étage autonome, flexible. Il a été conçu vraiment comme un véhicule orbital. Il supporte l'adaptateur sur lequel est sanglé le satellite. Et depuis sa qualification en 2000, eh bien, ce sont plus de 30 étages frégates qui ont volé avec succès. Frégate, on va le préciser, est un véritable 4e étage. Il possède ses propres systèmes de guidage, de navigation, de contrôle d'attitude, de poursuite et de télémesure. Frégate qui permet d'élargir les capacités du lanceur Soyouz en desservant les orbites les plus variées de la manière la plus précise possible.
Alors, on va donner aussi encore quelques précisions. Donc, il est fabriqué par propulsion NPO bloc Lavochkin séparation, à le Moscou. frégate, et le frégate est en préparation avant son boost. Voilà. Il comporte 6 structures sphériques, vous le voyez à l'écran, 2 pour l'avionique et le contrôle d'altitude, et 2 et 4 autres contiennent les ergols de fonctionnement. Ces structures sont disposées en cercle et solidarisées par une structure en treillis. Alors, son moteur à ergol stockable a besoin de diméthylhydrazine asymétrique pour 3,6 tonnes et de tétraoxyde d'azote pour Allumage du 1,8 moteur de tonne. frégate. Donc, on a confirmation que le frégate est bien en fonctionnement. Et donc, il va pousser dans ce premier temps 219 secondes, puis il y aura une première extinction. Ensuite, un deuxième allumage dans un peu plus de 28 minutes pour une nouvelle poussée d'un peu plus de 4 minutes, ceci afin de circulariser l'orbite. Arrêtons-nous un instant sur différentes informations concernant le spatial européen. 10 novembre 2012, 6e succès de l'année pour le lanceur Ariane 5 ECA, avec la mise en orbite des satellites de télécommunication Eutelsat 21B au profit de Telsat et Star One C3 au profit d'Orbital Sciences. Pendant ce temps, du côté de Vega, le lanceur léger européen, les opérations de préparation de la deuxième campagne de lancement se poursuivent avec la livraison des éléments du lanceur au CSG. Le 27 novembre, transfert d'Ariane 5 VA211 au BAF. Cette mission clôturera l'année 2012 pour Arianespace avec la mise en orbite de Skynet 5D et Mexsat Bicentenario. Activité soutenue également pour Soyouz en Guyane avec l'arrivée des triétages, des étages supérieurs frégates ainsi que des coiffes destinées aux missions VS-05 et VS-06 en 2013. Après la mise en orbite d'EcoStar 17 au mois de juillet, EcoStar Corporation renouvelle sa confiance à Arianespace avec la signature d'un accord pour le lancement de plusieurs satellites depuis le centre spatial guyanais. Paris, 27 novembre, Jean-Yves Le Gall a représenté Arianespace au déjeuner de travail organisé autour des premiers ministres français et russes, et ce à l'occasion du séminaire intergouvernemental franco-russe. Les assises de l'enseignement supérieur et de la recherche se sont tenues le 26 novembre au Collège de France, en présence du Premier ministre Jean-Marc Ayrault et de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Geneviève Fioraso. Alors, retour au direct, tout se passe toujours très bien. Le lanceur est actuellement suivi par la station des Bermudes. Fin de première mission pour cette station dans un peu plus de 2 minutes. Une particularité de la trajectoire, le lanceur sort de toute couverture par le réseau de stations durant une vingtaine de minutes. Il sera ensuite récupéré par Jeju, la station sud-coréenne. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les données de vol ne sont pas collectées. Il n'y a pas d'accès en direct aux données de vol, mais bien entendu, il sera tout à fait possible a posteriori d'exploiter l'ensemble des données de cette période que l'on peut qualifier de période aveugle. Précisément et techniquement, comment ça se passe ? Alors, il y a un enregistrement des données dans une mémoire embarquée et ces informations sont ensuite rapatriées vers les stations aval dès la reprise de la télémesure directe. Donc, on redescend l'ensemble des informations qui sont acquises en temps réel, plus les informations qui auront été mémorisées. Nous sommes en attente de la première extinction de frégate. On va rentrer dans une phase balistique. Et tu le disais, bien, il va falloir patienter un moment puisque le deuxième allumage a été fixé à H0 plus 41 minutes et 56 secondes pour être précis. Alors, frégate, il a une capacité de rallumage avec jusqu'à 20 séquences possibles. Cela lui donne la possibilité d'assurer des manœuvres orbitales très complexes avec des phases balistiques longues. Donc, Soyouz, en fait, trouve naturellement sa place dans la gamme d'Arianespace. Donc, il permet sur une même mission de délivrer plusieurs charges, que ce soit de petites et de moyenne masse. Si ma mémoire est bonne, c'était déjà le cas avec Pléiade 1A, puisqu'il était accompagné des 4 satellites ELISA et du satellite SSOT. Tout de suite, nous retrouvons Louis Laurent qui nous parle justement de Soyouz en Guyane, 1 an déjà. Du 21 octobre 2011 au 12 octobre 2012, Soyouz a été lancé 3 fois avec succès depuis le centre spatial guyanais. Une telle montée en cadence sur un nouveau système de lancement est probablement un exemple unique. C'est d'abord un succès technique dans la mesure où le système tel que nous l'opérons aujourd'hui est dans un état totalement comparable avec celui qui a été opéré pour le premier lancement. L'un des grands défis de ce projet était d'arriver à faire travailler ensemble
dans un environnement opérationnel des équipes russes et européennes qui avaient des cultures et des méthodes de travail très différentes. Et le projet, de ce point de vue-là, a réussi parfaitement sa mission. Ça s'explique d'abord parce qu'il y avait une volonté partagée, à la fois par la partie russe et la partie européenne, de mener ce projet à bout. Ça s'explique aussi par l'expérience qu'avait acquis Arianespace dans ses lancements depuis Baïkonour avec sa filiale Starsem depuis une dizaine d'années. Et puis ça s'explique enfin par le fait qu'Arianespace a été associé dans le développement dès l'origine du projet, ce qui a permis d'avoir un système directement opérationnel et un système qui répond aux besoins de ses clients. À partir de l'année prochaine, nous visons 3 à 4 lancements par an. Dans notre carnet de commandes, 12 missions sont déjà identifiées pour des lancements de Soyouz depuis la Guyane, ce qui constitue 3 à 4 années d'activité. Vous voyez, Soyouz en Guyane constitue dorénavant un élément essentiel de notre machine à lancer, complétant l'offre offerte avec Ariane et Vega. Soyouz en Guyane adresse un marché spécifique, associant à la fois les capacités d'un lanceur moyen comme le Soyouz et les capacités de la meilleure base spatiale dans le monde. Nos équipes qui ont développé leurs compétences dans les opérations Ariane constituent bien l'un des ingrédients essentiels de la recette qui le conduit aujourd'hui au succès. Tout se passe bien, les séparations se sont enchaînées sans anicroche, booster et coiffe larguée, 2e et 3e étage évacués. C'est un lanceur réduit à sa plus stricte partie active, donc qui poursuit une phase balistique. Et afin d'obtenir les conditions d'injection pour Pléiade 1B, nous aurons besoin de 2 boosts au total de frégates. En fin de mission, bien après cette transmission, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y aura un 3e boost pour placer l'étage supérieur sur une orbite de réentrée dans l'atmosphère et donc de destruction. Retrouvons à présent Yannick Descata, qui préside aux destinées du CNES, qui revient sur les partenaires mobilisés pour mener à bien ce projet Pléiade. Pléiade 1A a été lancé le 17 décembre de l'an dernier. Il a été recetté en vol le 30 juin. Il a, en 8 mois d'activité, délivré plus de 40 000 images d'une qualité exceptionnelle. Le satellite fonctionne très bien. Son agilité, par exemple, est tout à fait remarquable et constitue un puissant atout. Les images donnent entière satisfaction aux utilisateurs, le ministère de la Défense, Astrium Géo Information Service et ses clients. Alors ce soir, nous lançons le 2e satellite, Pléiade 1B, qui va augmenter encore considérablement les capacités du système. Alors cette date avait été fixée il y a 1 an et elle est tenue. Donc bravo, je voudrais féliciter, remercier tous les acteurs et tous les partenaires du programme Pléiade et de ces 2 satellites. Tout d'abord, je voudrais féliciter et remercier le CNES Toulouse qui a conçu cette nouvelle génération de satellites optiques et infrarouges de haute résolution, qui est le maître d'ouvrage du satellite et de son segment sol, de contrôle et de mission. Et puis le CNES Toulouse est aussi responsable des opérations d'exploitation et de pilotage des 2 satellites. Je voudrais également féliciter et remercier le maître d'œuvre industriel du satellite, Astrium, le maître d'œuvre de l'instrument, Thales Alenia Space. Et puis je voudrais aussi féliciter et remercier la direction des lanceurs et le centre spatial guyanais du CNES, Arianespace, et l'Agence spatiale européenne qui, à travers le programme Soyouz en Guyane, ont permis le lancement des satellites. Enfin, pour terminer, je voudrais remercier nos partenaires européens, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, l'Italie et la Suède. Voilà, je voudrais encore vous dire merci à tous et bravo. Il y a 11 mois et demi, dans la nuit du 16 au 17 décembre 2011, c'était déjà un Soyouz, donc depuis la Guyane, qui mettait sur orbite Pléiade 1A. Le calendrier a été tenu, les équipes n'ont pas ménagé leurs efforts. Et 2012, c'est réellement l'année de la gamme au complet en Guyane. Avec Ariane 5, Soyouz et Vega, les dates de rendez-vous ont été honorées, et ceci pour l'ensemble de nos clients. 2012, une année à 9 lancements depuis l'équateur. Et très certainement un 10e le 19 décembre prochain. Attardons-nous maintenant sur le concentré de technologie que représente Pléiade 1B, et c'est en compagnie d'Alain Glaise. Avec Pléiade 1A, on peut acquérir en moyenne 500 images par jour. Dès lors que le 2e satellite sera en orbite, ce chiffre va être multiplié par 2, ce qui fait 1000 images par jour, soit l'équivalent de 400 000 km²
à peu près la surface de 80% de la France en un jour. Au-delà de la volumétrie, ce qui fait la force de Pléiade, c'est son agilité, son extrême agilité, qui va nous permettre de dépointer la ligne visée de l'instrument pour acquérir de multiples cibles sur un théâtre d'opération, mais aussi accéder à des modes de prise de vue comme la stéréo, la tristéréo, voire des mosaïques de 100 km sur 100 km en une seule passe. Pléiade a été conçu dès le départ pour promouvoir les innovations et mettre en orbite des technologies qui étaient émergentes au démarrage du programme. Parmi ces innovations, on peut citer les actionneurs gyroscopiques développés par Astrium qui remplacent les roues à inertie et qui vont conférer à Pléiade sa grande agilité. C'est une première européenne. Il y a également des gyromètres à fibre optique qui sont des équipements fondamentaux pour les performances de qualité image géométrique. Au niveau de l'instrument développé par Thales Alenia Space, on peut citer les détecteurs qui travaillent en mode multiligne, des Time Delay Integrator, développés, construits en silicium aminci. On a également développé des filtres interférométriques nécessaires pour équiper les voies multispectrales de l'instrument. Nous sommes en train de travailler sur un programme de démonstrateur technologique appelé CXCI qui préfigure la suite du système Pléiade avec pour objectif une résolution de l'ordre de 20 cm à 30 cm et une fauchée de 15 km à 20 km. Antoine, parmi les services que propose la constellation Pléiade, parle-nous d'Astrium Géo-Information Service. Alors, il s'agit d'un portail en ligne qui est accessible après une souscription. Il permet de programmer des requêtes particulières de prise de vue, mais également de parcourir les bases de données des clichés qui ont déjà été réalisés. Des informations très ciblées donc, et en plus une ergonomie, tu disais, plus qu'agréable. L'interface est entièrement paramétrable. Chaque utilisateur peut personnaliser son environnement en fonction des besoins que requièrent ses tâches. Très bien. Alors après la génération Spot, voici donc Pléiade à l'œuvre. C'est le reportage que nous découvrons à présent. Depuis 1986, cartographes, hydrologues, géologues, agronomes, responsables de l'aménagement du territoire, acteurs de la protection civile et bien d'autres encore font appel à la télédétection et à l'information géographique dans de nombreux domaines. Les images satellitaires constituent des sources d'informations inégalées pour le suivi des activités humaines et la gestion des ressources de notre planète. Avec les satellites Spot et Helios, le CNES et ses partenaires ont développé une filière de services à laquelle ont recours un grand nombre d'utilisateurs civils et militaires. En parallèle, le CNES continue de préparer l'avenir en répondant aux besoins émergents en matière d'images très haute résolution. C'est l'objectif du programme Pléiade, dont le premier satellite Pléiade 1A a été lancé avec succès en décembre 2011. Ce programme dual répond aux besoins de la défense nécessitant rapidité et confidentialité. Il garantit aux utilisateurs civils un service où les images sont largement diffusées et partagées. Les systèmes Spot et Pléiade sont complémentaires. Avec Spot 5, puis Spot 6 et 7, développés et financés par Astrium, les civils disposent d'un système à champ large de 60 km à 2 mètres de résolution. Pléiade atteint 70 cm de résolution et permet de voir les détails beaucoup plus fins mais sur un champ plus étroit de 20 km. Ce champ étroit est partiellement compensé par l'extraordinaire agilité du satellite qui rend les zones à imager beaucoup plus accessibles avec l'apparition de nouveaux modes de prise de vue comme la constitution de mosaïques et la prise de vue stéréo instantanée le long de la trace. Le système de mesure d'attitude et de guidage du satellite est extrêmement précis afin d'exécuter des clichés en mouvement angulaire sans perturber l'image. La localisation est très performante. À 695 km d'altitude, Toulouse, par exemple, est imagée avec une résolution de 70 cm et une précision de localisation de 10 mètres. De nombreuses technologies nouvelles ont été développées et qualifiées chez les industriels et dans les laboratoires du CNES, comme par exemple les gyromètres à fibre optique et les actionneurs gyroscopiques qui remplacent les roues à inertie.
Les équipes du Centre spatial de Toulouse, les industriels, Astrium pour le satellite, Thales Alenia Space pour l'instrument, CS Cap Thales Service pour le segment sol sont au cœur du développement du système Pléiade. Mais également Astrium Géo-Information Service et de nombreux laboratoires scientifiques qui contribuent à la mise en valeur et à l'utilisation des images très haute résolution. Au-delà des thématiques phares pour lesquelles Pléiade a été conçue, cartographie, gestion des risques et défense, le CNES a démontré la pertinence des images haute résolution optique dans un grand nombre de domaines. Les résultats de Pléiade 1A le confirment. Plusieurs thématiques sont prometteuses. Mer et littoral, géologie, géophysique, sauvegarde de la biodiversité, hydrologie avec la surveillance des crues soudaines, forêt, agriculture. En décembre 2012, afin d'améliorer les délais de revisite et la capacité d'acquisition, le second satellite, Pléiade 1B, rejoint en orbite Pléiade 1A. Avec ces deux satellites, le programme Pléiade offre à la défense aux utilisateurs institutionnels et privés une constellation particulièrement réactive, constituant une source de données privilégiée. Autour du CNES, la DGA, plusieurs agences partenaires, des industriels européens et des laboratoires scientifiques ont mis en commun leurs talents et leurs ressources pour mettre en orbite les technologies innovantes qui font le succès de la mission Pléiade. La surveillance de notre planète depuis l'espace, dans une optique de développement durable, nécessite des résolutions de plus en plus élevées qui ne seront accessibles qu'au prix d'un progrès technologique. Tout comme il l'a fait pour Pléiade, le CNES a engagé en 2012 le programme CXCI, un démonstrateur préfigurant l'avenir de l'observation de la Terre. Le vol se déroule normalement, on l'aura bien compris Antoine, beaucoup de nouvelles technologies embarquées dans cette constellation. Si les Pléiades sont particulièrement efficaces, c'est grâce à leur capacité de se positionner le plus finement possible. Ils le doivent notamment à un système de guidage, navigation et contrôle à la pointe de la technologie, c'est la boucle GNC pour les initiés. Donc les Pléiades embarquent 3 senseurs stellaires ainsi que 4 gyromètres à fibre optique, à bord également des actionneurs gyroscopiques à contrôle de moment. On va signaler que leur utilisation constitue une première en Europe. Parmi les missions de Pléiade 1A et 1B, certaines sont militaires pour le compte des ministères espagnols et français de la Défense. C'est le thème de ce focus. La Direction générale de l'armement, maître d'ouvrage des programmes spatiaux militaires, a lancé en 2005 le programme SSO, segment sol d'observation. Depuis la métropole ou les théâtres d'opération, SSO permet à la défense française de programmer, recevoir, produire, diffuser et exploiter des images issues des systèmes optiques et radars auxquels elle a un droit d'accès. Elle peut ainsi disposer dans des délais relativement brefs d'images produites par les 2 satellites militaires Helios 2, mais aussi par les satellites radars allemands Sarloop, italien Cosmos Skymed et les 2 satellites Pléiade, Pléiade 1A depuis février 2012 et bientôt Pléiade 1B. Pléiade offre à la défense française une capacité d'observation complémentaire des moyens militaires déjà existants. Lorsque le 2e satellite Pléiade sera également opérationnel, la défense pourra commander quotidiennement une 50aine d'images Pléiade qui permettront de répondre à l'accroissement des besoins militaires en imagerie spatiale. Pléiade contribue aussi à augmenter la fréquence de revisite des zones d'intérêt, les crises récentes ayant confirmé le besoin de réduire le délai d'accès à l'information. Les satellites fournissent des images en couleur, ce qui permet par exemple de mieux identifier les zones humides ou à forte densité de végétation. La grande agilité des satellites Pléiade permet de réaliser de nombreuses prises de vue lors du survol d'une zone d'intérêt. Ce qui compte pour les opérations militaires, c'est la fréquence et la fraîcheur de l'information recueillie. En d'autres termes, nous avons besoin de la bonne image au bon moment. Avec nos 2 satellites militaires Helios en orbite et les 2 satellites Pléiade à usage dual, nous serons capables de mieux satisfaire les besoins des différents utilisateurs et ainsi de mieux nous adapter au rythme des opérations.
Pléiade s'inscrit dans 20 ans de programmes spatiaux qui ont permis à la défense française de disposer d'une capacité de surveillance de tout point du globe au meilleur niveau mondial. C'est grâce à cette information précise, fiable et disponible en temps utile que la France dispose d'une autonomie d'appréciation, de décision et d'action. Dans un contexte international qui voit l'implication des corps d'armée français, on aura bien compris que la constellation Pléiade, aux côtés des 2 satellites optiques Hélios, constitue une aide précieuse à la décision pour les forces militaires. Un petit retour là, en temps réel. Donc, le composite supérieur évolue à une altitude de 523 km. La vitesse est de quasiment 7,6 km par seconde. Rappelons que nous sommes à près de 11 minutes du deuxième allumage de frégate et à 24 minutes environ de la séparation de Pléiade 1B. Alors on le disait, il y a 11 mois et demi, c'était déjà Soyouz en Guyane qui emportait le frère jumeau du passager de ce soir. Pléiade 1A est donc au travail depuis presque un an. Nous allons, le temps d'un reportage, justement revenir précisément sur cette mission, sur ses fonctions et surtout sur ses images. Le système est programmé 3 fois par jour. Le matin sur la zone comprenant le Moyen-Orient, l'Europe et l'Afrique, l'après-midi sur la zone Amérique et le soir sur la zone Asie et Australie. Ce faisant, il est possible de prendre en charge des demandes d'acquisition le plus tard possible en fonction de la zone et de mieux s'adapter aux prévisions de couverture nuageuse. Cette facilité augmente la capacité de réactivité de Pléiade. Grâce au débattement latéral du satellite, il est possible d'effectuer des prises de vue de n'importe quelle zone de la Terre en 24 heures avec 2 satellites, en 48 heures avec un seul. Les demandes d'acquisition d'images sont quotidiennes et dépassent la capacité d'acquisition des satellites. La programmation consiste donc à obtenir la meilleure séquence d'acquisition d'images en tenant compte des priorités exprimées par les utilisateurs du système, des prévisions de couverture nuageuse et de la capacité des satellites. Le système est ouvert à 3 opérateurs, 2 opérateurs militaires, la France et l'Espagne, et un opérateur civil. La programmation permet de partager le système entre les utilisateurs militaires qui disposent de la priorité de programmation sur un nombre limité d'images et des utilisateurs civils qui peuvent travailler sur les 95% de la ressource satellite restante. Les demandes d'acquisition des utilisateurs sont collectées et traitées au centre de programmation du CNES. Chaque jour, la séquence d'acquisition d'images est élaborée et optimisée. Sur cet exemple, voici les besoins initiaux de l'opérateur militaire français et finalement son choix. Idem pour l'opérateur militaire espagnol. Puis, la conjugaison des besoins militaires. Enfin, les besoins de l'opérateur civil et le choix effectué par le centre de mission. L'agilité du satellite et ses capacités de visée avant et arrière permettent, sur cette zone très demandée, de répondre de manière efficace aux besoins des utilisateurs. Le vol de Pléiade 1B arrimé à frégate se poursuit sans anicroche pour l'instant. Déjà 33 minutes passées que eh bien, ce vol a débuté. À l'écran, Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, qui a fait le déplacement pour ce lancement. Il était déjà là hier, un lancement qui concerne en partie son ministère. Et il fait donc l'honneur de sa présence à toutes les équipes de ce lancement. Ici également à l'écran. Donc Paul Quilles, ancien ministre de la Défense et surtout ancien ministre de tutelle du spatial français, donc de mai 88 à avril 92. Un peu plus de 21 minutes avant la séparation, on revient sur l'imagerie Pléiade 1A. Il y a 10 mois à peine, le premier satellite de la famille Pléiade, Pléiade 1A, a été mis à poste par le lanceur Soyouz à Kourou. La mise à poste a été nominale, la recette en vol qui a suivi a été parfaite, donc en moins de 3 mois, le système a été déclaré opérationnel. Les images sont excellentes, la qualité des images, la radiométrie, les précisions géométriques sont vraiment très très bonnes. Et bien sûr, les capacités d'agilité de Pléiade font que c'est un succès auprès des utilisateurs, notamment les utilisateurs défense, les utilisateurs institutionnels et commerciaux évidemment. Les résultats obtenus offrent un potentiel décisif dans de nombreux domaines d'application. Dans le cadre du projet Orfeo,
Pléiade 1A est programmé pour plus de 80 utilisateurs scientifiques et institutionnels afin d'évaluer leurs besoins et les nouveaux enjeux auxquels ils doivent faire face. Les champs d'utilisation sont immenses. Par exemple, les risques humanitaires, la gestion des crises et des catastrophes naturelles. En juillet 2012, nous avons programmé Pléiade pour des inondations survenues à Krimsk et nous avons pu établir une cartographie des zones inondées, des points arrachés et des camps de réfugiés en moins de 7 heures après l'acquisition. Si la rapidité est un facteur déterminant dans la gestion des risques naturels, la qualité des images fournies par Pléiade permet aussi l'observation d'écosystèmes fragiles et le suivi de leur évolution. Autre exemple, avec l'impact de l'homme dans le Grand Sud de la Nouvelle-Calédonie, les acquisitions Pléiade nous ont permis de quantifier le suivi de l'érosion des sols due à la présence de mines de nickel, mais également le suivi de la végétation endémique et la cartographie de l'état des récifs coralliens. Un an après le lancement du satellite, les images délivrées par Pléiade ont déjà trouvé une exploitation commerciale auprès de nombreux utilisateurs, plus particulièrement dans le domaine des informations géographiques de nouvelle génération. Pour tout ce qui est application cartographique, Pléiade est idéal, notamment pour des échelles relativement fines puisqu'on va sans problème jusqu'au 100 millième. On a un excellent exemple avec le partenariat qu'on a conclu avec une entreprise chinoise. Pléiade va servir au projet One Map One Year, qui est la couverture nationale du territoire chinois chaque année. La grande agilité du satellite lui permet également de prendre des prises de vue stéréo à très haute résolution. Avec Pléiade, on peut servir aussi des besoins de type 3 dimensions. On vient juste d'avoir le cas d'un client qui a demandé un modèle 3 dimensions au Kazakhstan. Donc le but là pour lui, c'était de savoir exactement où faire passer son pipeline. Donc l'avantage finalement pour ce client, c'est de pouvoir faire des économies et d'identifier le trajet qui lui coûtera le moins cher à réaliser. La haute résolution des images et la justesse de leur localisation fournissent des conditions indispensables à l'observation d'éléments fins du paysage, notamment en agriculture de précision. En viticulture, Pléiade est également très utile parce qu'il permet, en fait, grâce à sa résolution, de dénombrer précisément le nombre de pieds par rangée, notamment quand les pieds sont très rapprochés. Et il est également utile, en fait, pour faire des mesures de salubrité sur une parcelle, et ça permet de savoir exactement où traiter ou où rajouter de l'engrais, de manière à pouvoir avoir une agriculture plus raisonnée. Les nouvelles capacités d'observation du système Pléiade complètent l'offre des satellites Spot et permettent aux utilisateurs d'accéder à une gamme d'images mieux adaptées à l'évolution et à la variété de leurs besoins. On avait un client qui avait perdu son bateau, qui avait été en fait abordé et séquestré par des pirates. Donc en fait, on a utilisé les derniers relevés de positionnement de la balise du bateau. Là-dessus, on a activé Spot. Dans cette image, on a repéré une petite barrette qui était possiblement le bateau. Sur cette zone réduite, on a pu activer Pléiade et sa résolution. Et là, on a eu effectivement la certitude que le bateau était bien le bateau piraté. Et donc, on a pu donner au client la position exacte de son bateau. Pléiade 1B va apporter des capacités d'acquisition multipliées par 2, puis bien sûr, il va également apporter une capacité de revisite très intéressante puisque tout point du globe pourra être imagé une fois par jour. Avec ces deux satellites, le système Pléiade atteint une capacité d'acquisition opérationnelle de 900 images par jour. Il permet de couvrir plus finement les besoins de surveillance régulière et d'obtenir plus rapidement des images sans nuages. Par ses performances, Pléiade est ainsi un outil unique et indispensable pour tous les utilisateurs de l'imagerie spatiale. 635 km d'altitude, 635 passés, on est bientôt à l'altitude requise. Alors avec la constellation Pléiade, Antoine, nous entrons dans une nouvelle ère d'imagerie satellitaire, plus précise, plus rapide et qui s'adapte en permanence aux requêtes, qu'elles soient militaires ou civiles. Alors, on le doit à une combinaison de paramètres essentiels. Premièrement, le fait de travailler en duo double la capacité de collecte d'images. Ensuite, l'agilité des satellites confère une plus grande souplesse d'acquisition et permet également une meilleure résolution lors des prises de vue. Et enfin, la qualité de l'interface entre utilisateur et système qui assure une réactivité maximale. Alors une précision et une rapidité qui sont au service des secours en cas de catastrophe majeure. Arrêtons-nous sur deux cas récents, une inondation en Russie et le passage de Sandy en Haïti.
En décembre 2011, le satellite Pléiade 1A rejoignait la brigade de satellites qui œuvre dans le cadre de la Charte internationale Espace et catastrophes majeures. Cette brigade se mobilise lorsqu'un pays est frappé par un cyclone ou une inondation par exemple, et qu'il est urgent d'évaluer l'ampleur des dégâts. Aujourd'hui, c'est le satellite Pléiade 1B qui vient renforcer cette escadrille et prêter main forte aux sinistrés. Le système Pléiade est extrêmement réactif. On peut reprogrammer le satellite très rapidement, ce qui permet de répondre à des situations d'urgence, donc de catastrophes majeures. Les images Pléiade sont très précises, elles fournissent des données à moins de 1 mètre de résolution. Par exemple, sur les inondations de l'été 2012 en Russie, sur la ville de Krimsk, qui ont eu lieu dans des zones urbaines, les images Pléiade ont été très utiles pour évaluer l'extension des dégâts, justement en zone urbaine. Il s'agit d'avoir là une résolution meilleure que le mètre pour voir quels sont les bâtiments qui sont touchés ou pas. Plus récemment, lorsque l'ouragan Sandy a frappé Haïti, les images acquises par Pléiade 1A avant et après les inondations ont permis une cartographie détaillée des déplacements de barges de la rivière Grise de Port-au-Prince et l'inventaire exhaustif des bâtiments submergés. Avec le satellite Pléiade 1B, c'est la réactivité de la constellation qui sera améliorée. Le premier Pléiade a déjà été utilisé dans plusieurs activations charte, mais l'arrivée du deuxième satellite Pléiade, fin novembre 2012, va être vraiment un plus énorme pour la charte, puisque grâce aux 2 satellites, on sera capable d'observer chaque point du globe tous les jours, donc à une résolution très importante. Restons dans les exemples d'applications. Nous vous parlions d'agilité et de réactivité des satellites. Eh bien, une requête de photographie de 11 points d'un oléoduc entre Pennsylvanie et New Jersey aux États-Unis a été déposée un vendredi. Le lundi matin, 10 des 11 points étaient déjà en boîte. Nous sommes donc en attente du deuxième allumage de l'étage supérieur Frégate. Une particularité, 55 secondes avant l'allumage effectif, on utilise des impulseurs du système de contrôle d'altitude pour donner une brève accélération. Cela a pour conséquence de plaquer les ergols en fond de réservoir et de s'assurer ainsi une alimentation stable du moteur. Il y a la propulsion longitudinale en vue de la préparation du deuxième allumage Frégate. Voilà donc cette préparation qui est en cours. Cela permet d'éviter les coups de bélier qui sont néfastes, bien entendu, pour le reste du lanceur et bien sûr pour son passager. L'ensemble de lancement Soyouz ici en Guyane est le 7e ensemble de lancement construit sous la direction du CNES, avec les 2 pas de tir de Soyouz de Baïkonour et les 4 de Plesetsk. Eh bien, cette ELS est aussi le 7e ensemble de lancement Soyouz dans le monde. C'est aussi le plus récent et, au dire de l'équipe russe, le plus moderne. Un mot de la production des lanceurs Soyouz, justement. Le centre spatial de Samara en Russie produit en série le lanceur Soyouz. Confirmation de l'allumage Frégate. Voilà donc, allumage confirmé. Donc elle produit en série le lanceur Soyouz pour les besoins du gouvernement russe, de la desserte de la Station spatiale internationale ou encore des commandes d'Arianespace et de sa filiale Starsem. Sous l'égide de l'agence spatiale russe Roscosmos, les sociétés TSSK, B et Lavochkin produisent un lanceur sans interruption à raison de 15 à 20 unités par an en moyenne. Il faut souligner que dans les années 80, la production avait atteint des records avec 60 unités livrées annuellement. Nous sommes donc à un petit peu moins d'une quinzaine de minutes maintenant de la séparation. Actuellement 677 km bien passés, bientôt 678 et pratiquement 7 km,46 par seconde. Donc ce vol se passe tout à fait normalement concernant Frégate et son passager, donc Pléiade 1B. Tout de suite, je vous propose de retrouver Lionel Perret. La recette en vol du satellite Pléiade 1A s'est déroulée en 2 étapes. Première étape sur les 2 premiers mois, consacrée à la recette en vol fonctionnelle. Au bout de 15 jours, on avait déjà des résultats tout à fait encourageants et conformes à nos attendus, ce qui a été confirmé 2 mois plus tard. La deuxième partie donc, de la recette en vol, qui a duré 6 mois, a été consacrée à la qualité image. Et on a eu, au bout de 6 mois, toutes nos exigences de qualité image dans leurs spécifications. Donc cette recette en vol a été prononcée 6 mois après le tir avec un franc succès. Au niveau de l'agilité, on a pu confirmer dès le 3e jour les capacités de débattement du satellite à 3,5 degrés par seconde, et ce jusqu'à des angles d'inclinaison de plus ou moins 50 degrés.
Un an après le tir, le satellite Pléiade 1A répond tout à fait aux demandes des utilisateurs, à savoir 450 images par jour pour les civils, 50 images par jour pour la défense. Et donc, le système Pléiade 1A est tout à fait opérationnel. Arrêtons-nous un instant sur l'activité des différents lanceurs, activité à venir et activité d'Arianespace qui a signé 10 contrats de lancement GTO sur 11 réellement accessibles au niveau international, ce qui constitue un excellent résultat. Pour Ariane, en préparation, donc le vol 211, Skynet 5D et Bicentenario qui est le premier satellite gouvernemental mexicain. Le lancement de cette Ariane 211 est prévu pour le 19 décembre. Le vol 212, quant à lui, Amazonas 3, Azerspace et Africasat 1A. Le lancement est prévu début février 2013. Soyouz en Guyane, en 2013, 4 lancements sont au calendrier pour l'année prochaine avec 2 missions O3B, une mission Sentinelle 1A et une mission Galileo. Et puis du côté de Vega, eh bien écoutez, la campagne du lanceur, du deuxième lanceur, ne devrait pas démarrer avant le début de l'année prochaine. Seul le P80 pouvant être transféré en zone de lancement Vega avant la fin de l'année. Un lancement qui devrait intervenir très certainement fin mars, début avril. Cela demande bien entendu confirmation. D'ici quelques secondes, la deuxième extinction de frégate devrait être effective. Alors, cette extinction intervient un peu plus de 8 minutes avant la séparation. La mission du frégate ne s'arrête pas là. L'étage supérieur sera réorienté pour un retour dans l'atmosphère, retour au cours duquel, bien sûr, il sera détruit. Et cela nous amène à parler des déchets dans l'espace. Depuis 1987, c'est une préoccupation majeure. On distingue plusieurs types de déchets spatiaux, les restes de lanceurs, les satellites hors d'usage et les déchets de fragmentation. On dénombre environ 2500 satellites hors d'usage, 1900 étages supérieurs de lanceurs et environ 10 000 déchets de taille variable qui peuvent faire pas mal de dégâts. Les normes internationales autorisent d'avoir dans l'espace comme déchet un objet de plus que le nombre de satellites séparés. Donc il faut veiller à ne pas polluer justement toutes les orbites. Lancement aujourd'hui d'un satellite avec un instrument optique avec Thales Alenia Space. On va en savoir un peu plus. Bonjour à tous. Je suis ravi de partager avec vous ce moment exceptionnel pour le programme Pléiade, moins d'1 an après le lancement réussi de Pléiade 1A. Thales Alenia Space a une expérience unique dans le domaine de l'instrumentation optique de très haute performance pour les besoins militaires et du haut. Cette filière s'est construite au cours des 30 dernières années à travers les programmes Helios 1 et 2. Ces investissements ont permis le développement de savoir-faire et de moyens pour l'intégration et les réglages très fins des instruments Pléiade 1A et 1B qui sont à nouveau utilisés dans le cadre du programme CSO. Depuis 1 an, Pléiade 1A délivre des images d'une très grande qualité avec des performances bien supérieures à celles qui étaient attendues. Ces images exceptionnelles constituent une contribution essentielle au positionnement de l'industrie française sur l'échiquier international. En témoigne la pertinence de l'offre française pour de nombreux prospects et les succès déjà obtenus. Je remercie très chaleureusement le CNES, la DGA pour leur confiance, ainsi que les équipes d'Astrium et de nos partenaires industriels pour la qualité de notre coopération qui se poursuit sur CSO. Elle démontre l'excellence de l'industrie française dans ce domaine. Thales Alenia Space qui a donc conçu et développé cet instrument optique, une des quelconques particularités à signaler? Plusieurs. Les miroirs sont fabriqués dans un verre céramique et sont intégrés dans une structure en composite carbone-carbone. C'est une combinaison qui confère une très grande stabilité mécanique face aux fortes variations thermiques dans des conditions spatiales. Et elles sont nombreuses. En complément, pour les compensations thermiques, il intègre aussi un dispositif original de refocalisation thermique. Et enfin, l'utilisation du carbure de silicium permet la réalisation de membranes ultra minces venant constituer des assemblages de très faibles dimensions qui sont utilisés notamment pour le filtrage spectral. Nous sommes là dans le domaine de la nanophotonique. Efficacité maximum pour un encombrement et un poids minimum. Justement, nous allons en savoir plus avec Astrium.
Je voudrais profiter de cette occasion pour rendre hommage au CNES et à la DGA, qui depuis plus de 40 ans exercent une action structurante sur les compétences de l'observation spatiale française. Terminer la constellation Pléiade, c'est, pour simplifier, la 7e étape. À chaque étape, la filière spatiale française de l'observation a amélioré ses performances en diminuant ses coûts et en démontrant sa capacité d'innovation dans tous les domaines, et pas seulement en termes d'exploit technique. En France, c'est quand nous sommes ambitieux que nous réussissons. Et j'espère sincèrement que ce lancement encouragera à la poursuite de cette ambition. Pléiade nous offre des possibilités remarquables. Mais comme ses prédécesseurs, Pléiade n'est qu'une étape vers d'autres systèmes, d'autres services qui devront continuer à s'adapter aux besoins du monde de demain. Les idées existent, à nous d'avoir l'ambition de les mettre en œuvre. Je voudrais aussi remercier tous les partenaires d'Astrium dans cette entreprise. Bien sûr, c'est Astrium qui a conduit les projets satellites et segments sol. Et c'est Astrium qui va opérer cette constellation. Mais Astrium a pu et peut le faire grâce à eux. Que ce soit les grands groupes, comme Thales pour l'instrument ultra sophistiqué, ou les nombreuses PME qui ont participé au cœur du satellite ou au segment sol, chacun a donné le meilleur de ses compétences. Pour finir, je voudrais remercier Arianespace pour leur professionnalisme, leur rigueur et leurs soins tout particuliers à l'égard de Pléiade 1B. C'est le 2e Pléiade, mais il a été produit avec la même passion que son prédécesseur et que ses ancêtres. C'est donc avec beaucoup d'émotion que tous ceux qui ont participé à sa construction lui souhaitent bon vol. Alors actuellement, tout se poursuit nominalement. Donc on est plus ou moins dans le trou de télémesure entre les stations de Jeju et de Perth. La réacquisition des paramètres de vol, donc effective dans moins d'une minute, si ce n'est déjà fait. Donc Jeju a été très sollicité ces derniers jours. Ah oui, justement, la station sud-coréenne a dû se reconfigurer il y a 24-48 heures. Elle était mobilisée jusque-là pour le suivi du lancement du KSLV coréen qui finalement a été reporté. Voilà, dans la salle, tout le monde est très concentré. On est dans les dernières minutes avant séparation, moins de 3 minutes maintenant. Tout le monde est très, très à l'écoute de ce qui se passe et fixe bien toutes les données à l'écran. Tout de suite, les relations Arianespace-Pléiade. Bonjour Lionel. Un an après le lancement réussi de Pléiade 1 sur un Soyuz CEG, nous voici à nouveau ce soir pour le lancement du 2e et dernier satellite de la constellation, Pléiade 1B. Vous vous sentez un peu chez vous ici finalement, non? C'est vrai que ça commence à devenir une habitude, les campagnes de lancement de Pléiade à Kourou. Et le fait de lancer 2 Pléiades en moins d'1 an nous apporte vraiment une mécanique de campagne très bien huilée et un respect du planning très maîtrisé. Alors, est-ce que c'est important pour vous, en tant que client, d'avoir un opérateur de lancement comme Arianespace qui coordonne les différentes parties et qui garantit donc le bon déroulement du programme et de la campagne de lancement? Bien évidemment, le fait pour nous d'avoir une interface unique facilite le dialogue technique. Cette coordination de campagne par Arianespace est un réel atout pour le client. Les coûts de lancement constituent une part importante du budget d'un programme d'observation de la Terre. De ce point de vue, l'arrivée de Soyuz et Vega au centre spatial guyanais constitue un réel atout et une réelle plus-value pour les missions d'observation de la Terre orbite basse. Mais le CNES ne s'arrête pas là et réfléchit déjà au programme successeur de Pléiade, CSO, la composante spatiale optique successeur d'Hélios 2, pour lequel une bicompatibilité est recherchée avec Vega et Soyuz. Le premier satellite sera tiré en 2017. Nous serons donc très certainement amenés à nous revoir et à travailler ensemble dans le futur. La suite d'une collaboration, donc bientôt la séparation, une toute autre séparation. Comment cela va se passer techniquement, Antoine? Alors, au sommet de l'étage frégate, Pléiade 1B repose sur un adaptateur et il est maintenu sur cet adaptateur via une sangle. Au moment du largage, on active un système pyrotechnique qui permet à la sangle de se détendre. Ensuite, ce sont 8 ressorts, donc qui sont comprimés sous le satellite, qui lui donnent une petite impulsion, l'impulsion nécessaire en fait à son éloignement.
C'est une étape cruciale qui repose sur un système qui peut apparaître comme ça un petit peu simple. En fait, on a besoin d'un système dont la fiabilité est totale. Précisons au passage que le système pyrotechnique est étanche, donc pas de pollution lors de son activation. Dans quelques secondes, donc, l'annonce de cette séparation, je vous propose d'attendre cette annonce. Les paramètres bord sont normaux. Tout le monde est très fébrile. Toujours un moment important que ces dernières secondes et l'attente de confirmation. Le temps que les ordres soient réceptionnés et validés. On voit des visages plus ou moins détendus, effectivement. Oui, la confiance règne actuellement dans la salle, on le voit. Mais malgré tout, il faut patienter. Ça, c'est un événement clé qu'on se doit de confirmer. Alors là, c'est un passager seul. D'habitude, il y a plus de retenue, parce que quand il y a un deuxième passager, on attend que les deux satellites soient libérés avant de laisser exploser la joie. Mais là, bon, il y a déjà des pouces levés, il y a des sourires. Pratiquement 56 minutes maintenant après le décollage. Confirmation de la séparation du satellite Pléiade 1B. Bien voilà. Voilà, eh bien écoutez, Thierry Vallée, le DDO, et Philippe Roland, le chef de mission, viennent de signer leur dernière mission. Et ici, puisque Thierry Vallée va se charger maintenant de la sauvegarde en vol. Et Philippe Roland, il reviendra quand il veut faire des commentaires dans cette cabine. Il sera toujours le bienvenu. Tout à fait. J'ai une petite image maintenant là que l'atmosphère se détend, qui me vient là. C'est donc les deux satellites Pléiade vont pouvoir travailler. Et par contre, il y a Pléiade 1A qui a déjà réalisé des clichés magnifiques. Ah oui, très, et je très beau pense cliché. vraiment à cette image que l'on a vue en bas là dans la salle Jupiter, une photo de Bora Bora, absolument Très magnifique. juste. Une résolution vraiment exceptionnelle. Oui, c'est très, très, très juste. Moi, ça m'a fait penser à ce qu'on avait pu voir avec le travail de Yann Arthus Bertrand, Vue du ciel. Mais là, quand on sait qu'on est à pratiquement 700 km d'altitude et qu'on voit cette précision, effectivement, on est soufflé. Je vous conseille d'aller surfer. Il y a déjà pas mal de clichés qui sont en ligne. Vous verrez, il y a plusieurs sites qui vous en proposent. Nul doute que dans les semaines et les mois à venir, d'autres vous seront proposés. Et puis, au-delà de la technicité des images, au-delà des services qu'elles vont rendre, c'est surtout très très poétique. Justement, je vous propose, dans un tout autre genre de poésie, de revivre, grâce aux équipes de François Guérat, le décollage de ce 4e Soyouz en Guyane. « 308 tonnes au décollage quand même, il ne faut pas l'oublier, il y a pratiquement 1 heure de cela. Bien. Eh bien, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs, comme vous venez de le voir, ce nouveau lancement parfait de Soyouz OCSG vient de placer sur son orbite le satellite Pléiade 1B. Et je pense que nous pouvons tous nous en réjouir. D'abord, ce nouveau succès est le 4e succès de Soyouz OCSG et à l'évidence, il démontre la maturité de l'ensemble de lancements Soyouz qui a été construit ici même en Guyane par l'Europe et la Russie. Ensuite, c'est le 9e lancement de l'année au CSG, 9e, ça n'était plus arrivé depuis plus de 10 ans. Après un lancement de Vega, 6 lancements d'Ariane 5 et un autre lancement de Soyouz, ce qui confirme le succès de la famille et des lanceurs européens. Et bien que nous soyons, je ne sais plus si c'est le 1er ou le 2 décembre, mais disons début décembre, j'en parlerai tout à l'heure, l'année n'est pas tout à fait finie. Enfin, la mise en orbite de Pléiade 1B intervient juste un peu moins d'1 an après celle de Pléiade 1A, déjà par Soyouz au CSG, et va, comme cela a été dit dans la vidéotransmission, considérablement renforcer nos capacités d'observation. Je voudrais donc remercier
et féliciter très chaleureusement notre client d'Arianespace, le CNES, et en particulier son président, mon ami Yannick Descata. Voilà. Le remercier d'abord pour avoir confié à Arianespace le lancement des 2 satellites Pléiades par Soyouz au CSEG, alors que ce projet n'était qu'un très lointain projet. Le remercier aussi pour tout le travail fait ici par le CSEG pour la réalisation des lancements et l'enchaînement parfait de cette fin d'année étant particulièrement impressionnant. Et puis le remercier enfin pour avoir construit l'ensemble de lancements Soyouz, le 7e au monde après les 2 qui existent au Kazakhstan et les 4 qui existent à Plesetsk, et dont nos partenaires russes me disaient à la seconde que c'est le plus réussi au monde. Et d'ailleurs, ils vont s'en inspirer pour en construire un autre dans l'est de la Russie. Donc, quelques jours après la réunion ministérielle de Naples, au cours de laquelle les 20 ministres européens chargés de l'espace ont donné à l'initiative de la France un nouvel horizon à notre politique spatiale en décidant le programme Ariane 6 conçu par le CNES et qui s'envolera du CSEG au cours de la prochaine décennie, finalement dans quelques années. Dans quelques années, on fera un discours ici à ma place pour parler d'Ariane 6. Je crois qu'il faut s'en féliciter. Eh bien, je pense que nous pouvons applaudir les femmes et les hommes du CNES auxquels nous devons. Le CNES a un peu plus de 50 ans, donc ce demi-siècle d'engagement, de réalisation et de réussite. Je voudrais aussi remercier tous ceux auxquels nous devons le succès de ce soir. D'abord, tous ceux qui sont, et ils sont très nombreux, qui ont préparé et mis en œuvre ce lancement en Russie, en Europe et en Guyane, avec une mention particulière pour l'équipe de lancement, avec nos partenaires russes et tous leurs associés européens qui ont travaillé toute la nuit après la tentative d'hier soir. Comme vous le savez, il a fallu vidanger le lanceur, d'abord ramener le portique, vidanger le lanceur, changer l'équipement qui nous avait créé quelques soucis, retester. Je ne vous cache pas que nous avons eu quelques soucis avec un taux d'humidité un peu capricieux, mais finalement, nous y sommes arrivés. Donc chapeau, parce que ce n'était pas évident. Je veux aussi remercier les équipes du CNES et de l'industrie qui ont conçu et qui ont construit Pléiade 1B et qui nous regardent à Toulouse et à Cannes. Je souhaite aussi remercier nos forces armées qui assurent ici, en Guyane, la sécurité de nos lancements, parce qu'elles font un travail formidable, sans lequel nous ne pourrions pas lancer, et ce travail est parfois méconnu, Monsieur le Ministre, et je vous propose qu'on les applaudisse, parce que vraiment, pour les avoir travaillés souvent dans l'ombre, je peux vous dire qu'elles font un travail absolument extraordinaire. Et enfin, je voudrais saluer tous ceux qui sont venus, même si l'assistance ici en Guyane est un peu clairsemée, tous ceux qui sont venus et qui sont restés au CSEG pour assister à ce lancement, en particulier mon ami Paul Quiles, alors qu'il était ministre de l'Espace, qui a joué un rôle fondamental dans le développement d'Ariane 5 et d'Hélios. Donc merci, Monsieur le Ministre. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire après ce nouveau succès, et sans plus tarder, j'ai l'honneur et le plaisir de céder la parole à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, qui a modifié son emploi du temps pour être de nouveau parmi nous ce soir, ce dont je le remercie très chaleureusement. Merci. Bien, Monsieur le Président d'Arianespace, Monsieur le Ministre, cher Paul Quiles, j'ai plaisir à vous revoir encore aujourd'hui. Madame la députée, Monsieur le sénateur, Mesdames et Messieurs, il y a des moments comme ça, très heureux. Je dois dire que pour le nouveau ministre de la Défense que je suis, cette journée sera très forte pour moi. D'abord par l'événement que je viens de vivre avec vous, je vais vous en reparler, mais aussi pour un événement que vous ignorez encore, je pense. Le dernier soldat combattant d'Afghanistan vient de rentrer à Kaboul, aujourd'hui. Et c'est aussi un mois avant
ce que l'on avait prévu et dans des conditions de sécurité totale. Et j'en suis aussi très ému, donc c'est un jour dont je me souviendrai. Je voudrais vous féliciter, les uns et les autres, de ce succès, succession de réussite et d'excellence, même objectif des uns et des autres, vous l'avez rappelé, à la fois Ariane Espace, mais le CNES, mais les entrepreneurs, les entreprises Astrium, Thales, Alenia Space et toutes celles que je ne peux pas citer. Féliciter aussi l'équipe Soyouz, à la fois pour sa compétence et sa réactivité, parce qu'après l'incident d'hier, la réparation fut prompte et le succès au rendez-vous. Vous dire aussi que ce deuxième satellite Pléiade, mais vous le savez, nous fait franchir une étape dans le développement de notre système de renseignement militaire. Vous dire aussi que je suis totalement convaincu, à la suite de ce qu'a initié Paul Quilles à son époque, que les systèmes spatiaux contribuent de façon décisive à l'autonomie de décision de la France. Je suis totalement convaincu que l'espace contribue à la liberté de l'action de notre pays, à sa souveraineté et au renforcement de l'efficacité de ses forces armées. Et que les conflits et opérations militaires récentes, j'en citais une à l'instant, ont confirmé l'atout majeur que constituent les outils spatiaux, qui nous permettent de disposer partout et sans délai d'une supériorité tactique essentielle. Et au-delà de cette conviction et de cette nécessité, surtout à un moment où on s'interroge sur les scénarios de l'avenir dans le cadre du livre blanc, je dois dire aussi que la maîtrise de ces outils donne à notre pays une vitrine vivante de notre très haut niveau technologique et de notre excellence dans ses réalisations. Et puis enfin, je constate avec intérêt que, par le biais de la constellation Pléiade, la défense montre qu'elle sait optimiser la dépense publique en favorisant les synergies issues de la recherche duale civile et militaire. Il y a donc beaucoup de raisons de se réjouir ce soir de l'événement qui vient de se passer, mais aussi des stratégies et des perspectives qu'il nous dessine pour l'avenir. Donc je vous félicite encore une fois chaleureusement et vous redis le grand plaisir que j'ai eu à assister à mon premier lancement. Merci. Bien. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces paroles extrêmement encourageantes. Donc, je vais clore la vidéotransmission. Prochain rendez-vous, je vous l'ai dit, l'année n'est pas terminée, le 19 décembre, avec cette fois-ci Ariane 5, Skynet 5D et Mexsat Bicentenario. Et comme ce soir, c'était le 9e lancement, eh bien, si tout va bien, ce sera le 10e. On l'avait dit au début de l'année, je pense qu'il y avait peu de gens qui nous croyaient. Je crois qu'on est en train de s'engager sur la dernière ligne droite, mais tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas fait. Donc, rendez-vous le 19 décembre. Merci et bonsoir, bonjour, puisque c'est déjà le 2 décembre. Merci. Voilà donc pour cette émission particulière consacrée à Pléiade 1B à bord du 4e Soyouz au départ de la Guyane. Donc 19 décembre, on le note, la dernière Ariane 5, alors que l'on revoit les images du décollage. 19 décembre, tu seras toi dans l'équipe de lancement, Antoine. Eh bien, je ferai le suivi de la télémesure, c'est moi qui ferai les annonces au DDO. Et voilà. Le moment de faire des saluts, salut tout particulièrement me concernant à Claude Bernat, salut de toute notre équipe. On pense très fort à lui. On pense très fort à lui et à sa famille, mais ce n'est pas tout. Alors de mon côté, moi j'ai 2 personnes aussi qui me viennent à l'esprit.
Donc 2 personnes en métropole, eh ben, on va faire un petit coucou à Corinne et Sylvie. Très bien, voilà qui est fait. Merci de nous avoir suivis alors que l'on revoit, et on a été vraiment gâtés ce soir, on a pu longuement suivre ce lanceur russe dans le ciel guyanais et assister jusqu'à la séparation des boosters, pratiquement 2 minutes de vol suivi par les caméras de François Guérat. Merci à tous, à très bientôt. À très bientôt.